Bonjour à toutes et tous. Eh bien, je vous remercie pour votre présence et j'honore la partie curieuse en vous qui vous amène à participer à cette webconférence qui traitera du thème suivant: libérer son potentiel relationnel avec soi-même et avec les autres, le pardon et la médiation. Je remercie tout d'abord l'association Pardon International API, sous la présidence d'Olivier Clerc, qui est à l'origine de la Journée internationale du pardon et qui souhaite diffuser une nouvelle compréhension du pardon en proposant de nombreux rendez-vous sur ce thème durant cette journée. Et elle a invité Aïssa ONG International, Association internationale Soufi Alaouia, dont le président d'honneur est le Cheikh Khaled Bentounes, à organiser cette rencontre avec deux personnalités que je suis heureuse de vous présenter. Margot Vaz-Pinto, bonjour, vous êtes médiatrice et formatrice en résolution des conflits. Après un parcours de 20 ans au sein d'un cabinet d'avocats, vous invitez désormais à découvrir et s'approprier un mode de résolution des conflits éthique, responsabilisant et pacifiant. Partenaire de Célénéo Formation, qui propose des formations plurielles pour accompagner la transition individuelle et le bien-être au travail avec un lien humain authentique. Et Younes Aberkan, bonjour Younes, ancien chercheur au commissariat à l'énergie atomique à Paris-Saclay. Vous enseignez actuellement les mathématiques à l'université de Cergy-Paris. Vous êtes membre de la Commission internationale pour l'enseignement des mathématiques et vous avez contribué à organiser à ce titre le colloque international Mathématiques et vivre ensemble à Mostaganem en Algérie. Vous êtes également membre de l'association internationale Soufi Alaouia, Aïssa ONG International, dont l'éducation à la culture de paix est un objectif fondamental. Formateur de l'association Thérapie de l'âme, vous organisez des cercles d'éveil aux vertus et aux qualités, outils qui permettent à chacun de développer son potentiel dans un esprit de complémentarité. Eh bien, je vous propose tout d'abord d'écouter chacun de nos intervenants durant une vingtaine de minutes et de vous accorder durant votre temps d'écoute la liberté de poser vos questions au fil de l'eau de votre écoute, et vous pouvez pour cela utiliser le petit icône Q&R, questions et réponses. Et pour cela, nous vous laisserons, après ce temps d'écoute, un temps important pour privilégier l'échange, la réponse à vos questions afin de rendre ce temps vivant et interactif. Je m'appelle Béatrice Corbier et serai votre porte-parole durant cette conférence. Je vais proposer à Margot de démarrer votre présentation et nous permettre ainsi, de par votre expérience, comprendre la définition et le champ des liens relationnels que propose la médiation, puis du lien que vous faites entre médiation et pardon. Alors, Margot, si vous êtes prête. Je suis prête. Merci beaucoup, Béatrice. Oui, en cette journée internationale du pardon, je vais vous présenter la médiation, qui est un mode de résolution des conflits responsabilisant, apprenant et pacifiant, comme Béatrice l'a expliqué, et qui offre une place propice et favorable au pardon. Je vous propose de voir les similitudes en fait entre le processus de médiation et le processus de pardon. Ce sont tous les deux déjà deux processus dans lesquels les personnes vont s'engager volontairement, avec une sincérité et une authenticité. Si on rentre en processus de médiation avec l'intention d'aller extorquer des informations à l'autre ou de gagner du temps, le processus ne fonctionnera pas. Pareil, si on nous impose d'aller dire pardon à notre frère, par exemple, ou à notre sœur, si maman nous impose d'aller va dire pardon à ton frère ou à ta sœur, ça n'aura pas le même impact que si nous y allons, nous, volontairement, avec notre sincérité. De même, lors d'un procès, si on prononce une demande de pardon pour essayer d'obtenir la clémence des jurés, ça n'aura pas le même impact sur la victime. Elle ne sentira pas notre authenticité, notre sincérité. Ça, c'est vraiment un élément essentiel dans les deux processus, la volonté de s'engager. Un autre point commun entre la médiation et le pardon, ça va être de choisir de renoncer à la vengeance, à notre ressentiment.
ça va être capable d'annihiler un peu nos pulsions répressives. Notre premier réflexe, c'est vraiment de rendre coup pour coup, pour certaines personnes, hein. Ça va être aussi de vouloir que l'autre souffre autant que nous. Mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, mais qu'on peut aussi dépasser. C'est un choix qu'il faut faire, de le ressentir et de se dire non, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, ni en moi, ni avec l'autre, et j'ai envie de le dépasser. J'ai envie de dépasser cette vengeance. Donc, c'est vraiment l'idée de... ça demande un effort psychologique important, mais c'est vraiment, à force de pratiquer cet effort, ça deviendra de plus en plus facile. Et pour cela, il faut avoir pour objectif et le garder en objectif de c'est quoi mon objectif de vie? Est-ce que je veux, pour objectif de vie, être en paix avec moi-même et être en paix avec l'autre? Et dans ces cas-là, est-ce que la vengeance, le ressentiment, va me permettre d'être en paix avec l'autre? Je ne pense pas, non. Répondre mal par le mal, ça engendre très certainement et assez souvent de l'escalade de la violence. On va être obligé de regarder derrière soi que la personne à qui on a fait du mal n'ait pas envie de se venger. Et ça, c'est pas vivre en paix avec l'autre. De même, pour vivre en paix avec soi, on peut avoir envie de ressembler à cet idéal qu'on a de nous, cet idéal rêvé qu'on a de nous. J'ai vu très peu de personnes rêver que cet idéal, ce soit quelqu'un de méchant qui rend coup pour coup. Voilà. Donc, en fait, dépasser nos pulsions répressives, comme ça va nous permettre donc vraiment d'avoir une relation pacifiée avec l'autre et aussi d'avoir une relation pacifiée avec cet idéal qu'on a envie d'être. Et pour arriver à cette paix avec nous-mêmes et avec l'autre, il y a ce processus de médiation, mais aussi ce processus du pardon qui passe par la clarification des faits. Comprendre en fait où on en est. Très souvent, les parties qui arrivent en médiation ont les mots suivants. Vraiment, je ne comprends rien, je ne comprends pas ce qui nous a amenés ici, ou je ne vois pas la solution, ou je ne la comprends pas, je ne le comprends pas. Et c'est vraiment comme si elles étaient dans une pièce noire, dans quelque chose d'inconnu. Vous vous retrouvez dans une pièce noire inconnue, qu'est-ce que vous faites? Votre premier réflexe, ça va être d'aller chercher l'interrupteur pour faire de la lumière. La médiation, ça va être la même chose. Ça va être faire la clarté sur la situation pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre quels sont les faits qu'on a retenus, quelles ont été nos interprétations, qu'est-ce qu'on a ressenti et qu'est-ce qui était important pour nous en fait. Et pareil chez l'autre. On ne perçoit pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes interprétations, on ne ressent pas tous la même chose. On est vraiment tous uniques. C'est ça notre richesse. Lors de cette conférence, d'ailleurs, vous n'allez pas tous retenir les mêmes éléments de la conférence. Et celui qui va retenir des éléments A et l'autre va retenir les éléments B, les deux auront raison. Il n'y aura pas un qui aura plus raison que l'autre. Donc, en fait, en médiation, on va déjà essayer de repérer les faits. Qu'est-ce que tu as vécu, toi? Et qu'est-ce que tu as vécu, toi? Quels sont les faits qui ont été importants pour vous? Et ensuite, quelles ont été les interprétations de ces faits? Et ces interprétations, qu'est-ce qu'elles ont généré chez vous comme ressenti? Je vais vous donner un exemple, peut-être pour être un peu plus parlant. Les faits. Un couple n'a pas eu d'échange téléphonique depuis 2 jours. Madame interprète ces faits de la manière suivante. Il ne m'a pas appelé depuis 2 jours, je suis sûre qu'il va se séparer, il ne m'aime pas. L'interprétation de monsieur, ça peut être tout autre, il va dire « Je connais ma compagne, c'est quelqu'un de très solitaire, de très indépendant, je me réfrène dans ma manifestation de mon amour, je la laisse tranquille au moins pendant 2 jours. » Voilà. Si on n'a pas ce dialogue et cette compréhension mutuelle, ils peuvent très bien arriver au clash. Voilà. Alors que si madame commence à comprendre que pour monsieur, c'est sa manière à lui de contribuer à son bien-être à elle parce qu'il pense qu'elle a vraiment besoin de cette liberté et qu'elle a peut-être oublié de lui dire qu'elle avait aussi besoin d'être sécurisée par une manifestation d'amour. Voilà, on a vraiment, par le dialogue et par la compréhension des interprétations et des ressentis, elle va en apprendre un peu plus sur elle et en apprendre un peu plus sur son compagnon. Et ainsi en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de leur couple. Comment mettre en place un fonctionnement qui soit bon pour les deux, où les deux se sentent à l'aise. Voilà, ça c'est le travail de la médiation. Et ça demande du courage, parce que ça demande d'aller un peu gratter cette situation de conflit. C'est souvent une situation de conflit passée qui nous fait souffrir dans le présent et pour laquelle on choisit de se libérer vers l'avenir.
La médiation et le pardon, c'est faire un choix de se libérer pour l'avenir, de se libérer d'une situation en allant vraiment comprendre cette réciprocité, comprendre le fonctionnement de l'autre et son propre fonctionnement aussi. Et du coup, de pérenniser le fonctionnement du couple. J'ai pris l'exemple du couple, mais ça marche aussi très bien pour les groupes, ça marche aussi très bien pour les associés, ça marche aussi très bien pour les relations en entreprise. Comprendre l'autre, c'est pas inné. Il faut avoir cette envie d'aller comprendre l'autre, son fonctionnement, qui ne sera pas le nôtre parce qu'on est vraiment unique, et comme ça d'avancer ensemble et s'adapter, adapter la situation à l'autre que nous avons en face. Ça va vraiment être la récompense à ce courage nécessaire pour entrer en médiation et en rentrer aussi dans le processus de pardon. Ça va vraiment être la transformation profonde de qui on est, de notre connaissance de l'autre et de notre fonctionnement ensemble. Ça va aussi demander du courage parce qu'il va falloir quand même prendre la responsabilité, se rendre compte que nos paroles et nos actes ont un impact sur la personne en face. On ne peut pas se décharger en disant tu te débrouilles, moi mon intention elle était bonne envers toi, tu te débrouilles avec ça. Non, il faut être responsable, même si notre intention n'était pas de faire du mal, il faut quand même prendre la responsabilité de se dire en face, mais écoute, je me rends compte que même si ce n'était pas mon intention, je me rends compte avec ce que tu dis que j'ai pu te faire du mal. Et ça, c'est prendre la responsabilité qu'on peut faire du mal à l'autre en face. À partir du moment où on s'en rend compte, avec toute la sincérité qu'on a, on a quand même une humanité qui rejaillit et qui dit « Ok, en fait, je comprends, ce n'était pas mon intention, mais je comprends que j'ai pu te faire du mal si tu as interprété ces paroles comme ça. Ce n'était pas mon intention et là, je te demande pardon. » Pareil, si en face, on sent que la personne est dans l'intention de nous comprendre et de comprendre notre souffrance, on a aussi cet élan d'humaniser qui lui dit bah, « Écoute, oui, je te pardonne en fait. » C'est très difficile quand la personne ne pardonne pas. D'ailleurs, on dit très souvent, oui, enfin, il n'a même pas pardonné ou il ne s'est même pas excusé. Voilà. Il n'a même pas essayé de chercher à se rendre compte que j'avais souffert. Voilà. C'est vraiment cette intention d'aller comprendre l'autre qui déclenche cet élément d'humanité et ce rapprochement entre deux êtres humains. Et c'est là où se trouve la place du pardon, selon moi, dans le processus de médiation. C'est parce qu'on va faire ce jeu d'intercompréhension entre les deux personnes, entre leurs deux fonctionnements, qui va permettre d'ouvrir à ce pardon réciproque. Le pardon et la médiation, c'est ce qui va permettre d'avancer, et d'avancer un peu plus loin que la justice actuelle nous le permet. La médiation ne peut pas s'opposer à la justice actuelle, mais va plutôt être complémentaire. La justice va va dicter en fait une norme sociale, une réponse de la société à un acte pour préserver l'ordre public. Mais elle va s'attacher qu'au droit. La médiation sur un conflit ne va pas s'attacher qu'au point de droit, elle va s'attacher à tout ce qu'il y a autour. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous donner un exemple. Au cabinet, même lorsqu'on gagnait un procès, des fois, de temps en temps, le client n'était pas pleinement satisfait, notamment un salarié à qui on a obtenu une très belle somme d'argent. C'est son banquier qui a été super content, c'est pas forcément lui, c'est le banquier qu'on a rassuré. Lui, ce qu'il avait besoin, c'était d'entendre qu'il avait fait du bon travail. Et ça, le juge ne peut pas l'imposer. Il avait besoin que son employeur comprenne qu'il avait souffert avec cet acte de licenciement. Et ça, le juge ne peut pas l'imposer. Il avait besoin d'entendre et de dire à son employeur qu'il s'était senti trahi. Et ça, pareil, le juge ne peut pas l'imposer. La médiation le permet. Et ça permet à la personne de repartir avec autre chose, avec de l'argent, soit si elle en a besoin pour réparer une faute, mais aussi avec un travail, un soin de la relation, un soin de sa relation à lui et au travail qu'il a fourni. Il avait envie de repartir avec une fierté de dire « oui, j'ai fait 20 ans dans cette boîte et oui, je suis aussi un bon salarié. C'est pas parce que j'ai été licenciée que je suis un mauvais salarié. » C'était vraiment une question de confiance en lui aussi qui était nécessaire là pour repartir et continuer vers l'avenir. Voilà. Et ça, la médiation le permet. Pareil dans un couple, énormément de couples nous disent bah oui, mais en fait on s'est séparés, mais je n'ai jamais compris pourquoi en fait. Hein. Et oui, il n'y a pas eu ce travail de pourquoi on se sépare. Non, on se sépare, on ne se voit plus. Ok, mais pour repartir dans une nouvelle relation, il faut peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la première relation pour plus en apprendre sur soi et pouvoir aussi s'adapter.
et chercher à mieux comprendre l'autre, ne pas refaire toujours les mêmes erreurs. Voilà. Peut-être, est-ce que je donne un autre exemple? J'en suis à combien de temps, Béatrice? Est-ce que j'ai respecté mes 20 minutes ou je peux donner encore un autre exemple? Tu peux donner encore un autre exemple? Ok. Oui, oui, c'était dans les timings. Il te reste 10 minutes à peu près. Ah oui, ça va. Très bien. Un autre exemple, ça va être un litige qui a été résolu par une médiation et qui a traîné pendant plus de 10 ans en justice, en faisant toutes les instances, tous les tribunaux à divers degrés, donc première instance, cour d'appel, cour de cassation, et après, dès qu'on obtenait un jugement, il y avait des recours contre ces jugements et puis ça n'en finissait pas, l'exécution, on n'y arrivait pas. Exécuter, c'est faire accepter le jugement et qu'il soit acté. J'essaie de ne pas utiliser trop de vocabulaire juridique, mais d'être le plus simple possible, mais voilà, c'est ça. Et donc pendant 10 ans, bah oui, c'est sûr, ça a fait des honoraires au cabinet, c'est certain. Mais la souffrance des personnes sur place, c'était 10 ans de souffrance, 10 ans à se bagarrer avec l'autre. Et la situation était la suivante. Une entreprise a des difficultés financières. C'est une entreprise familiale qui a toujours été gérée par un groupe de personnes, une famille vraiment très soudée, et qui se retrouve en liquidation. Le juge décide de confier une partie de la gérance à des repreneurs. OK, mais tout le travail de la relation n'a pas été fait entre cette ancienne famille et les repreneurs. Comment l'a vécu cette ancienne famille? Ils se sont sentis dépossédés de leur enfant, de leur entreprise. Les repreneurs, eux, avaient toute la légitimité pour eux d'intervenir. En fait, les deux personnes sont vraiment de bonne foi. Et après, pendant 10 ans, ça a été des guerres et des guerres et des guerres et des procès, des procès et des procès à n'en plus finir parce qu'il n'y avait pas ce travail de la relation, il n'y avait pas ce travail de « OK, je me sens dépossédée, j'ai besoin que tu le saches, je vis très mal cette situation, et les autres, bah, non, mais nous, c'est notre job, on va vous aider, on a été institué ici par le juge, donc on a toute légitimité. » Voilà, il y a vraiment, eux ne comprenaient pas les procès qui étaient faits à répétition et le vivaient très mal, et la famille ne digérait pas cette décision de justice parce qu'elle n'avait pas été accompagnée aussi par le dialogue. Il y a vraiment une complémentarité qui est nécessaire, je pense, entre la justice actuelle et la médiation, qui est vraiment complémentaire. Et donc cette histoire s'est finie après plusieurs médiations, 2. Et ça a été vraiment un soulagement pour les deux. Se sortir d'une situation conflictuelle, c'est un soulagement. Voilà. On a des fois pas envie d'aller en médiation parce qu'on ne la connaît pas déjà, parce qu'on ne connaît pas le soulagement que c'est, et parce qu'on attache une mauvaise image au conflit. On attache souvent violence au conflit, on attache souvent séparation au conflit, alors que on pourrait très bien attacher apprentissage de soi, apprentissage de l'autre, adaptabilité, coopération, expérimentation, durabilité. Mais ça, tant qu'on n'a pas fait une expérimentation de bonne gestion des conflits ou de gestion des conflits bonne, il n'y a pas bon mauvais, mais humanisante et apprenante, comme l'est la médiation, on n'a pas cette image-là, donc on ne peut pas, on garde cette image arriérée d'une gestion des conflits où on s'est dit des mots violents, où on a pu avoir des gestes aussi violents, où finalement on s'est séparés parce qu'on n'a pas réussi à se comprendre. Voilà. La place d'un tiers est très importante. Hein. Dans un conflit, vous allez avoir deux personnes avec un mur au milieu. Elles peuvent se parler des heures, ça passe pas. Vous allez placer un tiers qui va commencer à faire le relais entre les deux et à descendre ce mur qu'elles ont construit petit à petit et qui va les relier par le cœur. Et là, elles vont commencer à s'humaniser, à se comprendre. Donc l'intervention d'un tiers est nécessaire. Pas un tiers juge qui dicte qui a raison de qui a tort. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui va encadrer un processus pour que elles deux comprennent leur fonctionnement et arrivent à recréer un lien entre les deux. Ok. Alors, tu te restes encore un petit peu de temps, si tu as encore des exemples à partager, des difficultés. D'autres difficultés, ça marche aussi, par exemple, tout ce travail de dialogue et d'interprétation, ça marche aussi au sein des groupes.
au sein des groupes de travail, l'idée, ça va être aussi de ne pas étiqueter. Là, on a un réflexe qui va être d'étiqueter l'autre personne et de la déshumaniser et de la réduire à son acte, en fait. Alors qu'on n'aimerait pas nous-mêmes être juste réduits à un acte. On a tous fait des actes dont on n'est pas forcément très fiers. On n'est pas des anges, hein, évidemment. Et on n'aimerait pas qu'on soit étiqueté et catalogué avec cet acte toute notre vie. Bien évidemment que non. Alors pourquoi on le fait avec l'autre? Si on réduit l'autre à un acte, et bien souvent, on confond la situation qui nous a fait souffrir, on la confond avec l'autre personne. C'est une situation qui m'a fait souffrir, c'est pas l'autre personne. C'est une situation, c'est mon interprétation. Voilà. Effectivement, l'autre a dit et a eu des actes que j'ai interprétés et qui m'ont fait souffrir. Mais voilà. Et c'est vraiment, comment vous dire, éviter de confondre, enlever l'acte de la personne. On retravaille sur l'acte, on retravaille sur les faits, sur les interprétations et on réhumanise la personne. Et j'aimerais juste d'ailleurs en profiter dans le cadre que propose la médiation, puisque les conflits sont généralement porteurs de grandes émotions qui sont vite réactives. Comment vous faites dans ce processus-là quand les émotions débordent et permettent pas à l'autre de pouvoir être écouté ou écouter, tu vois, que l'écoute soit polluée par des débordements émotionnels? Comment vous agissez dans ces cas-là? Il est possible en médiation, les émotions sont les bienvenues en médiation. C'est pas l'émotion, c'est un être vivant de la personne. Ça fait partie d'elle-même et on a besoin de les exprimer. Et quand elles sortent, tant mieux. Ok. Je dis souvent, rien ne pousse dans un cœur sec. C'est ça. C'est l'émotion est là. Accepte-la et fais-la sortir. Voilà. Et ensuite, on travaille avec cette émotion. Quand elle est vraiment trop envahissante, eh bien, on a peut-être besoin de faire une pause aussi, de prendre un temps juste pour cette personne. C'est possible en médiation de faire ce qu'on appelle des apartés, donc juste un entretien entre le médiateur et la personne qui est en prise avec son émotion. De nommer, d'aller chercher, de comprendre cette émotion et de l'accueillir, ça permet aussi énormément de l'apaiser. Donc voilà, chaque médiateur a son propre processus et fait en fonction de ce qui est vivant, avec ce qui se présente lors de la médiation. On est avec des êtres vivants, donc c'est pas un processus qu'on calque et qu'on peut taper comme ça. C'est pas une procédure. C'est vraiment travailler avec ce qu'on a en face, avec des humains qu'on a en face. Et donc avec aussi leur envie d'avancer dans le processus, des moments où c'est pas le moment pour eux, et des moments où il faut du temps pour digérer aussi entre plusieurs séances. Voilà. Très bien, le timing est arrivé. Après, bien sûr, on passera à plein de questions, hein. J'ose imaginer que nos internautes nous posent des questions. Je vous rappelle que voilà, il y a le petit logo Q&R où vous pouvez voilà, poser toutes vos questions ouvertes, toutes vos réflexions, tous vos doutes, toute votre expérience éventuellement, pour qu'on puisse voilà, y répondre suite à donc Younes qui va prendre la suite. Voilà, je t'invite Younes à partager ton expérience à ce sujet. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Bien, merci Béatrice de cette présentation. Merci beaucoup Margot pour les choses extrêmement intéressantes dont tu as parlé. On voit enfin, le professionnalisme. Je dirais simplement à titre de, c'est pas à titre d'humour, tu étais bien gentil de dire quand on fait quelque chose, on me fait quelque chose de mal, je vais me venger, c'est ce qui vient à l'esprit. Mais il y a par exemple quelqu'un qui a dit, et c'est un président qui a dit, si tel État me fait ça, je vais me venger 1000 fois plus. Donc déjà se venger, et c'est un président. Je veux dire, c'est pas simplement, donc c'est censé être un président responsable. Il dit, si cet État fait ça, il va en avoir 1000 fois plus. Donc, bon, il aura besoin de toi, je pense, pour la médiation. Mais ça, c'est pour dire que finalement, bon, la vengeance, le ressentiment, etc., c'est quelque chose d'animal et c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Et finalement, l'humain, faire l'émergence de notre humanité, ça va être justement le pardon. Ça va être le pardon, c'est-à-dire que, et parce qu'on sait très bien que le ressentiment est quelque chose de destructeur. C'est quelque chose de destructeur parce que si je ne pardonne pas, je veux dire d'une manière égoïste, le pardon, c'est bon pour moi, même si on m'a fait une injustice. On m'a fait une injustice, mais si je ne pardonne pas et si j'ai du ressentiment, ce ressentiment va me dévorer, va me détruire. Et on peut faire un parallèle avec une cellule cancéreuse. Hein.
une cellule qui contribue, qui a les liens qui ne sont pas coupés avec le reste du corps humain, elle prospère. Et quand la cellule brutalement va arrêter, elle va travailler que pour elle-même, il va se créer une tumeur, il va se créer, etc. Donc le fait de rompre le lien, parce que le thème c'est justement le lien, c'est la relation, c'est le lien, rompre le lien, ça va être terrible. Et le pardon permet en tout cas de remettre le lien dans un sens. Mais je voudrais partager, ça c'était une réflexion qui me venait après Margot, ce que tu viens de dire. Alors avec un peu de chance, je vais tenter maintenant un support informatique. Je vais essayer de partager avec vous une image. Une image, veut-elle venir? Je ne sais pas si elle va venir. Clac, 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 clac. Bon, ben, écoutez l'image, je crois. Je vais essayer de faire ça. Ça, c'est les joies de l'informatique. Si la voilà. Alors, en théorie, je vais faire maintenant partage d'écran. Alors, je ne sais pas si, j'espère que j'ai la possibilité de partager l'écran. J'ai ça et j'espère que vous allez voir l'écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? J'espère que vous voyez mon écran. On voit le Petit Prince. Voilà, super. Merci, Béatrice. Donc, on voit le Petit Prince. Donc, je ne sais pas, vous connaissez tous le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, pour la petite histoire, Antoine de Saint-Exupéry, il a eu un accident d'avion, il a eu l'idée de ce livre, en quelque sorte, suite à un atterrissage, pas un accident, un atterrissage forcé dans le désert. Il a été sauvé par des Touaregs, par des Sahariens. Et il a eu l'idée de ce livre, et là, on voit le Petit Prince avec un renard, et c'est très, très, très beau. C'est très beau parce que le renard rencontre le Petit Prince, et le renard, il commence à dire, est-ce que tu cherches des poules? Est-ce que tu as des poules? Est-ce que tu aimes bien manger des poules? Parce que le renard, il aime manger des poules. Et le Petit Prince lui dit, non, je cherche des amis. Je cherche des amis. Et le renard, il dit, eh bien, apprivoise-moi. Apprivoise-moi, dit le renard. Et il lui dit, mais qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ah, il dit, c'est une chose trop oubliée, dit le renard. Cela signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 1000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, et je crois qu'elle m'a apprivoisé. Donc, le thème de cette journée du pardon, c'était pour Aïssa ONG internationale, c'était les liens, c'était en quelque sorte libérer son potentiel relationnel avec soi-même, avec les autres. Donc, c'est la notion de lien. Et cela me rappelle cette notion de lien, une discussion qui a eu lieu en Amazonie. Alors, j'étais pas là, c'est un ami qui me l'a raconté, qui était directeur d'une entreprise. Il est en Amazonie, il rencontre un Indien. Et un Indien qui marchait pieds nus, il discute avec lui en Amazonie. Et l'Indien, c'était un sage, et lui dit, entre toi et moi, qu'est-ce qui est important? Alors, qu'est-ce qui est important? Je vais faire arrêter de partage. Entre toi et moi, qu'est-ce qui est important? Alors, cet ami, il dit, bon, quand même, moi, je suis un directeur d'entreprise. Lui, c'est un Indien, il marche pieds nus, il a tout juste de quoi manger. Bon, entre toi et moi, qu'est-ce qui est important? C'est moi qui suis le plus important, c'est sûr. C'est moi qui suis important. Et l'Indien lui dit, tu sais, qu'est-ce qui est le plus important entre toi et moi? C'est le lien qui nous unit. C'est la relation que nous avons l'un avec l'autre. Et cet ami me l'a raconté des années plus tard. Il a dit oui, et je me suis rendu compte, il a dit c'est le lien. Donc, un petit peu comme le renard qui disait, apprivoiser, c'est une chose qui a maintenant disparu, on ne sait plus trop bien ce que signifie apprivoiser, mais apprivoiser, cela signifie créer des liens. Alors, comment créer des liens et comment créer des liens? Donc, on voit déjà qu'au niveau du pardon, pour revenir au niveau du pardon, le pardon va rétablir des liens, et au moins dans un sens. C'est-à-dire que même si on a une inimitié avec un adversaire, avec quelqu'un d'autre, si moi je lui pardonne, ouf, je suis libéré. Donc, on voit déjà, le pardon, c'est une potion magique. Le pardon, c'est une libération. Enfin, traditionnellement, par exemple, au Maghreb, quand quelqu'un va décéder, on sent que il va passer dans l'autre monde, les gens se mettent autour de lui et ils disent, moi j'ai assisté par exemple pour ma grand-mère, est-ce qu'à un tel tu lui pardonnes? Oui. Est-ce qu'à un tel tu lui pardonnes? Oui. Est-ce qu'à un tel? De telle manière que le passage dans l'au-delà, le passage se fasse en liberté totale. En liberté, on est libéré, on est comme un ballon qui va monter, qui va libérer de tout le ressentiment. Donc ce ressentiment qui est, chacun de nous le sait, ce ressentiment, il est destructeur.
c'est une « oh, il m'a fait ceci, je me vengerai, oh, il m'a fait ça, oh, il m'a fait ceci, oh, il m'a fait cela ». Et c'est vraiment destructeur. Bon, c'est pas besoin d'être médecin ou neuroscientifique pour savoir les dégâts que ça cause à la personnalité. Donc, le pardon, c'est un médicament, c'est une libération. Bon, ça, c'est déjà acte 1. Et on a vu que pour le pardon, la médiation, par exemple, la médiation était un outil qui peut nous amener à cela. Donc, dans la relation, j'aimerais aussi vous dire, concernant la relation, vous parlez d'un saint qui était à Tlemcen, qui s'appelait Sidi Haloui. Sidi Haloui, regardez déjà ce mot. Donc, Sidi Haloui, il était en Andalousie. Et en Andalousie, il était un juge. Il était un juge très, très connu. Il avait énormément de connaissances. C'était une grande, grande personnalité. Et après la Reconquista, après le départ des musulmans, les musulmans qui ont été chassés d'Espagne, après 800 ans de présence, quand même, pratiquement 800 ans, 8 siècles de présence, il va se retrouver à Tlemcen. Et à Tlemcen, il ne va plus reprendre son rôle de cadi, c'est-à-dire son rôle de juge. On a parlé de juge avec Margot. Il a peut-être pris son rôle de juge en tant que médiateur, il l'a pris à cœur. Et il va finalement pas errer dans les rues, il va rester avec des enfants. On va le voir avec des habits très simples, voire des habits déchirés, et il va enseigner dans la rue, et il enseigne à des enfants. Il distribue, il achète tous les sous qu'il a, il va dans les pâtisseries, et il achète des bonbons et il distribue les bonbons aux enfants. C'est quand même extraordinaire, à tel point que tout le monde va l'appeler Sidi Haloui. Alors Sidi Haloui, ça veut dire celui qui donne les bonbons. Quelque part, c'est pour dire qu'il donne les bonbons, qui est sucré. Halwa, ça veut dire aussi qui est sucré. Et par exemple, en arabe, on dit halou, c'est-à-dire halou, ça veut dire sucré, mais on dit d'une personne qu'elle est sucrée. C'est-à-dire sa relation, c'est du sucre. Vous voyez, une personnalité, presque, on la mange, c'est du sucre, elle est douce. Alors qu'il y a des personnes, on dit, elles sont acides, etc. Celle-là, elle est douce. Et c'est dire, Haloui le pauvre, il va avoir un destin assez. Je crois que le vizir va être très. Il va avoir l'inimitié d'un vizir, il va mal finir du point de vue terrestre. Mais il était doux, il était sucré, cette personnalité sucrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Alors, apprivoiser, on a parlé donc d'apprivoiser, mais la première des choses, c'est peut-être de s'apprivoiser soi-même et peut-être d'apprivoiser son ego, d'apprivoiser cet ego animal que nous avons en nous, cet ego animal qui dit si quelqu'un te donne une gifle, ben, tu en donnes 2, tu en donnes 3, et tu en donnes 4 et plus s'il faut pour qu'il comprenne un peu qui est le chef ici. Bon. Et là, pour cette animalité qui est normale, hein, il y a des territoires d'agressivité, on a hérité de ça, de notre aspect animal, c'est certain. Donc, comment faire pour retrouver notre humanité, Donc, le pardon, c'est clair, le pardon est un outil extraordinaire. On voit, par exemple, dans toutes les traditions spirituelles, à commencer par le christianisme, par exemple, par le Christ qui va dire à tous ceux qui lui font du mal, qui lui font beaucoup, beaucoup de mal, il va dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il les déresponsabilise, il fait comme si c'était des enfants, il dit pardonne-leur. Sous-entendu que lui, déjà, il a pardonné. Hein, il a pardonné. Et donc, dans la tradition soufie, aussi dans la tradition musulmane, on dit le pardon vaut beaucoup mieux que la vengeance ou que la loi du talion. C'est beaucoup mieux de pardonner. Et traditionnellement, il y a plusieurs noms divins qui tournent autour du pardon. C'est-à-dire que Dieu est vu comme étant, il y a plusieurs noms divins pour le pardon. Il y a la clémence, il y a la miséricorde, etc. Donc ça, c'était un petit peu pour parler un petit peu de... oui, pour aller toujours dans ce sens, et avant d'arriver à la deuxième partie, je ne sais pas, j'espère qu'il me reste plus que 10 minutes. Béatrice. Il me reste 9 minutes. Il me reste 9 minutes, oula, je vais aller très vite. Non, alors je ne vais peut-être pas raconter l'histoire suivante. Si, je vais la raconter rapidement quand même. Donc, avant les 9 minutes, c'est un hadith du prophète, et c'est une histoire de bédouin que vous trouvez dans le livre Thérapie de l'âme. Thérapie de l'âme, qui est rapporté dans le livre Thérapie de l'âme du Cheikh Bentounès. Et très précisément, dans l'édition que j'ai, c'est la page 80. Donc, un jour, un bédouin interroge le prophète, et il dit « J'ai fait du bien à un tel, et il me l'a rendu en mal. » Et le prophète lui répond « Eh bien, refais-lui, rends-lui en bien. » Donc, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Donc, on me fait du mal, on me donne un coup de poing et tout ça, on me fait du mal. Et là, c'est même pas je pardonne. C'est encore beaucoup plus loin que le pardon. Je rends le mal
au mal, je rends le bien. Et il dit, refais-lui un bien. Bon, ça, c'est quand même, il faut le faire. Et le pauvre, le bédouin, il va le faire. Et il dit, et il retourne, il revoit le prophète et dit, ben voilà, je lui ai refait un bien, et il m'a rendu encore du mal. Et ainsi de suite, 3 fois. À chaque fois qu'il fait du bien à la personne qui l'a agressé, il la régresse de nouveau. Et à la 3e fois, à la 4e fois, le prophète, il dit, écoute, arrête, il dit, arrête, retourne vers lui, continue à lui faire du bien, de telle façon que ton bien l'emporte sur son mal. C'est comme un tsunami de bien, si tu lui fais du bien de telle manière que… Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que là, il ne s'agit même pas de pardon. Il s'agit là de… C'est quelque chose qui… Alors, ça rejoint aussi ce qu'on dit dans les évangiles, quand quelqu'un te donne une gifle. Bon, ben ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. S'il te donne une gifle sur la joue droite, tu tends l'autre joue. Donc, même ça paraît incompréhensible. Je veux dire, ça paraît totalement incompréhensible à l'heure actuelle. Mais voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler dans cette deuxième partie d'un outil qui s'appelle le cercle d'éveil aux vertus et aux qualités. Et ce cercle d'éveil aux vertus et aux qualités a été mis au point par l'association Thérapie de l'âme, qui a été fondée en 2006, mais qui en fait, dont les travaux ont commencé même en l'année 2000, en fait, avant qu'elle soit. Et je voudrais partager avec vous, alors, qu'est-ce que c'est que l'outil du cercle d'éveil aux vertus et aux qualités? Alors, les personnes sont mises en cercle, on peut reprendre un peu cette notion de médiation. C'est-à-dire que le cercle va être quelque part le médiateur. Donc les personnes sont réunies en cercle, mais ça vous dites, bouf, tout le monde fait ça actuellement, hein, se réunir en cercle, etc. On se réunit en cercle, mais la différence, c'est que on va mettre au point les vertus, on va s'éveiller aux vertus, aux qualités, c'est-à-dire qu'on va faire un travail sur soi. Alors, qu'est-ce que sont ces vertus? Alors, je vais encore essayer de faire un écran, un partage d'écran. Clac, 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 je fais un partage d'écran. Va-t-il arriver? Clac, clac. Alors, excusez-moi, donc qu'est-ce que c'est que ce cercle d'éveil aux vertus, aux qualités? On va voir tout de suite. Donc, je fais ça et je fais ça. Et normalement, vous allez avoir une très belle fleur. Vous la voyez, j'espère. Béatrice, c'est bon? Impeccable. Impeccable, super. Donc, vous voyez, regardez cette fleur. Je pense qu'elle illustre très, très bien cette notion du cercle d'éveil aux vertus et aux qualités. Donc, tous les mots sont importants. Premièrement, on se met en cercle. Bon, c'est peut-être. Pourquoi un cercle? Parce qu'on est à égale distance du centre. Il y a cette notion d'égalité. Ce n'est pas le système pyramidal où il y a un chef, où il y a etc. On est à égalité, c'est le cercle. Le deuxième mot, c'est éveil. Et parce qu'on se réveille, c'est difficile. Quand on dit les vertus et les qualités, c'est très gentil le mot éveil parce qu'on admet qu'on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire, on se réveille. Bon, on commence à se réveiller. Donc, on utilise pour ça 2 choses, les vertus et les qualités. Alors, les vertus, pour se mettre en place, et c'est ça un travail sur soi, on ne peut pas tellement rentrer dans ce cercle si on n'est pas sincère. C'est la notion de sincérité. La sincérité permet de dire ce que je pense. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas. Je ne suis pas d'accord, je le dis. Ça permet de m'exprimer. Mais la deuxième vertu auquel je dois faire appel, c'est la bienveillance. Je suis gentil. C'est-à-dire, je peux être sincère en disant, oui, toi, vraiment, je suis sincère, vraiment, mais je pense que tu es un imbécile. Je le dis en toute sincérité. Mais ça ne va pas trop le faire. Donc, il faut quand même la bienveillance. Et la bienveillance va nous permettre d'avoir une attitude positive. Enfin, l'humilité. L'humilité, je suis là pour apprendre. Bon, moi, j'enseigne les mathématiques. Si j'ai un étudiant qui va trouver une meilleure démonstration que moi, j'en suis ravi pour tout le groupe. Je ne vais pas dire, oh là là, c'est moi le chef, c'est moi qui connais, toi tu ne connais pas, tu n'as pas le droit de faire mieux que moi. C'est idiot, c'est complètement idiot. Donc, s'il y a une meilleure démonstration, c'est tant mieux. Et je suis vraiment ravi qu'un de mes étudiants, par exemple, trouve quelque chose, une manière plus rapide de régler une formulation. Bon, alors, pour le cercle, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le but ici de faire un cours sur le cercle. C'est de dire, cette notion de pardon, c'est de dire que le centre est vide. Le centre est vide et je pense que cette fleur de tournesol, vous voyez comment la nature utilise le cercle. Regardez comme c'est vivant, regardez ce soleil qui explose, regardez ces pétales qui font partie du cercle. Et regardez, il n'y a rien au centre. Normalement, le centre est vide. Alors, le vide ici, c'est la couleur noire. Dans l'espace, par exemple, le vide intergalactique, c'est noir. Donc, on va dire que le vide, c'est le noir, mais en fait, au milieu du cercle, il n'y a pas de pétales. Il y a du noir, mais le noir, c'est quoi? Ce sont des graines. C'est-à-dire que notre projet, on va mettre toute notre aspiration, notre bienveillance, notre sincérité, notre humilité, notre prière, notre méditation, notre pardon vis-à-vis de l'autre, on le met au centre. Et c'est-à-dire qu'on va considérer le cercle
on va considérer le cercle comme, comment dire, le cercle comme étant une entité. Et là aussi, c'est très, très étonnant parce que dans les traditions spirituelles, bon, pour parler du christianisme ou de l'islam par exemple, dans les évangiles, on dit quand vous êtes deux, je serai le troisième. C'est quand même assez extraordinaire, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? On doit être deux pour qu'il y ait le troisième arrive. Et dans l'islam, on a ça aussi. Quand vous êtes trois, je serai le quatrième. Quand vous êtes quatre, je serai le cinquième. Quand vous êtes cinq, je serai le sixième. Donc, c'est Dieu qui parle dans le Coran. Donc, c'est-à-dire que le rassemblement, l'union des personnes qui sont en cercle, quelque part, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui va se faire. Et on voit que ce cercle, on peut le faire déjà quand on est deux. Alors maintenant, vous allez dire, bon, concrètement, ça c'est très beau, c'est magnifique et tout, il y a des grèves, il y a tout ce qu'il faut, mais comment je peux me servir du cercle pour pardonner? Parce que le sujet, c'est ça. Là, je pense que mon temps, j'ai fait durer le suspense. Il te reste 3 minutes. Ah, il reste 3 minutes quand même. Alors, je vais parler maintenant à l'autre zone. En fait, ce cercle que tout le monde croit connaître, il y a 3 niveaux de cercle. Il y a peut-être même 4 niveaux de cercle. Le cercle, en fait, c'est comme un avion. C'est comme quelque chose qui est censé décoller. Vous êtes dans un avion, l'avion est au sol. Vous êtes dans la jungle. Il y a une piste d'atterrissage. Vous êtes dans la jungle, la porte est ouverte. Il y a une tempête. Il y a la jungle, vous savez, il y a des tornades, etc. Vous sauvez, vous rentrez dans l'avion. L'avion ne bouge pas, mais l'avion, la carlingue de l'avion vous protège. Ça, c'est le cercle niveau, je ne vais pas dire niveau 0, mais on peut dire ça. Il vous protège, mais encore, vous ne savez même pas comment on ferme la porte. Parce que vous savez, les portes d'avion, etc., quand elles sont ouvertes pour les fermer, donc vous pouvez dormir dans l'avion, être un peu à l'abri de la jungle, mais s'il y a des bêtes féroces qui rentrent, quand même, vous pouvez vous faire avoir des problèmes, parce que la porte est ouverte. C'est le cercle niveau 0. Le cercle niveau 1, proposé par Thérapie de l'âme, l'association Thérapie de l'âme, c'est le cercle niveau 1, c'est déjà de mettre en place les vertus, de mettre en place tout ce système qui est là, et on va commencer déjà par fermer la porte, c'est-à-dire la bienveillance, la sincérité, l'humilité, nous donne une sécurité. Je suis en sécurité. Les gens du cercle sont bienveillants vis-à-vis de moi. Je peux dire une bêtise, on ne va pas rigoler. On va m'aider. Je vous assure, j'ai vécu, alors je ne fais pas de la publicité pour le cercle de Paris, j'anime un cercle maintenant depuis 4 ans, le même cercle à Paris, on vit des moments vraiment très forts et en toute sécurité. Il y a pas, si on rigole pas de l'un, on plaisante, on s'amuse, mais on est en sécurité. Donc ça, c'est le cercle niveau 0. Mais un avion n'est pas fait pour qu'on puisse dormir dedans. Mais ça, bon, déjà, c'est pas mal. Des associations, des entreprises, elles font ça, elles sont très contentes, c'est une protection. Le deuxième niveau, l'avion, il peut voler, il peut pas voler, déjà, il peut rouler. C'est-à-dire que je peux me déplacer de A à Z. Je peux me déplacer d'un endroit à un autre sans décoller, mais si je fais marcher les moteurs de l'avion, je peux bouger. Les entreprises l'ont compris. Il y a des entreprises qui l'ont compris. Elles ont fait le cercle des qualités. Ça marche depuis les années 70 au Japon, aux États-Unis. Et maintenant, il y a des cercles un peu plus sophistiqués. Ça marche très bien pour la gestion de projets. Donc, l'avion, en effet, est capable d'avancer. Il y a des entreprises qui savent le faire avancer. Mais en fait, le niveau 3, c'est l'avion, il est fait pour voler. Il est fait pour décoller. Et là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on assiste, le groupe peut commencer en quelque sorte à décoller. Alors, en psychologie, on appelle ça aussi le phénomène du flow, F-L-O-W. F-L-O-W, le flow en anglais. Alors, c'est le flow, c'est-à-dire vous êtes dans un état, quand vous faites un projet, un état intense de le temps n'existe plus, vous êtes dans votre projet, vous êtes plongé, et il y a vraiment une union totale des membres du cercle. C'est ça arrive de le vivre de temps en temps, et je vous assure que c'est très très fort. Donc là, dans cet état-là, la notion de pardon, elle est évidente. La personne qui est en face de moi dans le cercle, qui est à l'opposé, qui est normalement à l'opposé de ce que je suis, c'est pas mon adversaire, c'est au contraire mon complément. Elle va m'apporter des idées, c'est pas mon ennemi. Et je vais donc m'entendre avec elle parce qu'on va se retrouver au centre. On va se retrouver au centre du cercle. Donc, ce travail sur le cercle, il est extraordinaire, mais je vais arrêter là, je pense, parce que là, je vais rentrer peut-être dans des choses mathématiques. Je ne vais pas trop faire de mathématiques aujourd'hui, mais en mathématiques, il y a une relation qui s'appelle la relation d'équivalence. Je vais faire très rapidement. Je ne vais pas vous donner un cours de maths tout de suite, mais dans la relation d'équivalence, on a parlé de relation. Une relation d'équivalence, regardez, équivalence, ça veut dire égalité. Contrairement à la relation d'ordre, où il y a inégalité. Par exemple, 1 est plus petit que 2, 2 est plus petit que 3, 3 est plus petit que 4, c'est inégal. La relation d'équivalence, tout le monde est égal. Tout le monde est égal et dans la relation d'équivalence, il doit y avoir 3 choses. Premièrement, la relation doit être réflexive, c'est-à-dire je dois être en relation avec moi-même. Avec moi-même. Je dois me pardonner à moi-même.
où je dois demander pardon, je dois être en relation avec moi-même. Et deuxièmement, elle doit être symétrique, c'est-à-dire si je suis en relation avec une autre personne, l'autre personne est en relation avec moi, cette relation doit être égale. Et troisièmement, si je suis en relation, mettons, d'amitié, si je suis en relation d'amitié avec une autre personne, cette autre personne avec une troisième, je suis en relation d'amitié avec une troisième. Et il y a une réaction en chaîne qui va se faire. Alors, c'est ce qu'on est en train de mettre en place actuellement à l'université de Cergy-Pontoise, dans des classes. C'est très concret ce que je dis, ce n'est pas simplement de la philosophie, c'est même des classes de maternelle. Parce que j'ai des étudiants qui sont professeurs des écoles, futurs professeurs des écoles, ou professeurs des écoles en poste, ou stagiaires, et ils veulent apaiser leur classe. Et ils apaisent leur classe avec la méthode du cercle. Et il y a besoin du pardon. Quand il y a un petit enfant qui a griffonné sur le cahier de l'autre, quand il a pris son stylo, quand il lui a déchiré son dessin de colère, ben, il faut apprendre à pardonner. Et donc, c'est très très fort quand on voit ça en maternelle, des petits enfants de maternelle qui pardonnent, qui disent bon, moi je te pardonne. C'est vraiment extraordinaire. Mais là, je suis désolé, il faut que je respecte quand même le temps et j'arrêterai ici. Et merci de votre attention. Et je suis désolé, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est bien, impeccable. Merci Merci. à tous les deux de nous avoir en tout cas partagé qu'il existe un espace possible d'humanisation. Et j'ai donc une première question à vous poser de comment cultiver, partager et faire adhérer aux valeurs inhérentes à la médiation, telles que l'écoute, la bienveillance, le dialogue et le non-jugement. Donc finalement, comment arriver à ce que les protagonistes puissent se cultiver à ces qualités et à ces compétences? La médiation, c'est quelque chose qui doit être volontaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, il faut que la personne, ça lui parle. C'est un processus. Il existe plein de modèles de résolution des conflits. La médiation, c'est un modèle qui peut correspondre aux personnes qui cherchent à faire la paix avec elles-mêmes, à faire la paix avec l'autre et avoir un avenir pacifié. Tout le monde ne cherche pas forcément ça. Au moment donné où la situation se présente, la personne n'est pas forcément à même de souhaiter venir en médiation. Et si elle ne le souhaite pas, on ne peut pas lui imposer, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est plutôt... c'est comme n'importe quelle autre manière de vivre ou philosophie de vie. On ne peut pas l'imposer à quelqu'un d'autre. On peut juste l'incarner nous, le vivre, y croire, en parler sans faire du prosélytisme et respecter que l'autre n'ait pas envie de cette même philosophie de vie ou de cette même résolution de conflit. Alors effectivement, quand on a des cas où il y a un conflit entre deux personnes et qu'il y en a une qui veut une médiation et l'autre qui ne le veut pas, déjà les comprendre pourquoi elle ne le veut pas. Pourquoi elle ne veut pas entrer en médiation? Peut-être parce qu'elle n'a pas compris quel était le processus, peut-être parce qu'elle a déjà eu une mauvaise expérience et qu'elle ne souhaite pas le renouveler. Et à les comprendre en fait et à les creuser pourquoi elle ne souhaite pas entrer en médiation. Et assez souvent, on arrive à lui faire quand même adhérer au processus. Mais si elle est contre, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment, c'est comme comment faire adhérer à quelqu'un à l'écologie. C'est pas en lui imposant les valeurs, voilà, c'est vraiment en les incarnant, en rayonnant nous. Et je crois plus à cette philosophie. Sinon, on tombe vraiment dans des impositions d'idéologie et imposer à l'autre, ça n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, plus vous chercherez à convaincre l'autre personne, plus elle sera réfractaire et elle n'entendra pas ce que vous dites. Donc vraiment, voilà, ne cherchez pas à convaincre, mais juste à incarner ces valeurs, si elles parlent pour vous, si elles sont bonnes pour vous, et si elles sont bonnes pour vous, c'est très bien. Elles ne seront pas forcément bonnes pour quelqu'un d'autre, et ce n'est pas grave. La personne a aussi le droit d'être différente de vous et de cheminer différemment. Est-ce que ça répond à ta question, Mariam? En tout cas, je voudrais aussi poser la question du fait qu'on parle de culture, on parle d'éducation. Tu avais dit, Margot, à un moment donné, que c'est pas inné, ça s'acquiert, cette qualité de rentrer presque en médiation aussi avec soi-même, hein, puisque c'est d'abord réflexif, c'est avec soi-même pour après se positionner avec l'autre. Donc justement, comment la médiation propose un cadre éducatif qui va cultiver cette posture d'écoute, de bienveillance et de dialogue. Parce que quand on est engouffré dans un conflit, c'est que forcément, on n'a plus ces qualités qui sont opérationnelles en nous. On les perd parce qu'on s'est tellement identifié au conflit. Donc, est-ce que la médiation, est-ce que c'est par, je sais pas, un travail individuel que tu fais avec d'abord le protagoniste pour lui apprendre peut-être à parler en jeu, pouvoir témoigner réellement sans être tout de suite dans la projection avec l'autre? Parce qu'on a toujours envie d'accuser l'autre, que c'est à cause de l'autre qu'on ne vit pas bien.
qu'on est mal et tu vois, comment faire pour arriver justement à ces valeurs d'écoute, de bienveillance et de dialogue et de non-jugement c'est très beau, c'est un très bel idéal qu'on a tous envie de rejoindre. Mais comment on fait pour y arriver? En tout cas, toi, comment tu fais pour arriver à ce que la personne puisse avoir envie d'incarner l'écoute, de se mettre à l'écoute, peut-être même d'elle-même et puis de l'autre? Voilà. Quel processus vous utilisez? Quel principe et comment ça se passe? Alors, on utilise un principe assez simple qui est d'accueillir la personne inconditionnellement telle qu'elle est. Mmh. Et c'est parce on va créer déjà un premier lien avec elle, un premier lien fort de confiance et d'acceptation de ce qu'elle est avec ce qu'elle apporte et de non-jugement de ce qu'elle apporte, qui va lui permettre de se sentir accueillie et de s'ouvrir à autre chose. Et le médiateur va tenir le cadre, en fait, c'est lui qui tient le cadre de sécurité. Tout à l'heure, Younes en parlait, c'était important de se sentir en sécurité pour pardonner, c'est important de se sentir en sécurité pour aussi suivre le processus de médiation. Et le processus, le cadre que tient le médiateur, c'est cette sécurité-là. La personne se sent sécurisée, elle se sent entendue, accueillie pleinement avec tout ce qu'elle est et inconditionnellement, sans sentir de différence, d'impartialité du médiateur pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Et donc vraiment, c'est cette part-là qui va faire qu'elle va pouvoir s'ouvrir. Et la médiation, ça va lui permettre, elle, de cheminer sur son raisonnement, mais pas forcément en médiation, on ne va pas lui dire écoute, là, il va falloir que tu travailles ton écoute. Hein. On va te greffer des oreilles et écouter, on va te greffer les oreilles sur le cœur, il faut que tu écoutes avec ton cœur. Non. C'est juste parce qu'il va y avoir une sorte de miroir, de mimétisme. À partir du moment, essayez-vous juste un truc simple, c'est-à-dire quand une personne en face d'une autre personne, essayez de calmer votre respiration. Vous allez voir que la personne va calmer aussi. Il n'y a pas que les mots, il y a vraiment toute une sorte d'énergie, quelque chose qui nous relie. Il y a vraiment autre chose que les mots qui nous relient. Et donc, de se calmer, d'avoir une posture calme, d'écoute, de confiance, d'accueil, ça va rejaillir, cette même énergie va rejaillir sur l'autre personne. Il y a un phénomène de réciprocité, finalement, du médiateur. Donc, il doit être bien ancré. Et justement, il y a une autre question après, Younes, évidemment, hein, je te laisserai la parole si tu veux rebondir. De Soufiane, on entend bien souvent que le médiateur doit être totalement neutre, externe dans la situation à traiter, mais selon le contexte, parfois c'est un vrai luxe de trouver cette troisième partie prête à le faire. Est-ce qu'on pourrait jamais parler de vraie médiation si le médiateur est lié de quelque façon aux parties prenantes? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que le médiateur doit être vraiment... que mon avis, et c'est une très bonne question. Hein, et là, chaque fois, c'est mon avis que je donne. Hein, c'est pas, pour moi, le médiateur doit être extérieur, effectivement, vraiment extérieur. J'ai testé, moi, de faire une médiation avec des personnes que je connaissais à peine. Et je me suis vue ne pas du tout être la même avec cette personne que quand je ne connais pas du tout les personnes. Il n'y a pas du tout la même. Et la personne en face attendait de moi une attitude autre. J'arrive, ni l'un ni l'autre ne me connaissent. Je suis vraiment dans une impartialité ou plutôt une multipartialité vis-à-vis des autres. Les deux parties sont accueillies. Quand je connais une personne, elle s'attend de moi à ce qu'il y ait ce lien déjà créé avec elle qui la privilégie à l'autre. Donc, elle n'aura pas la même attente vis-à-vis de moi et le même rapport à moi déjà. Donc, à partir du moment où elle n'aura pas le même rapport à moi, la médiation ne fonctionnera pas. Donc, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas des vraies médiations, mais c'est de la facilitation. Et c'est très bien aussi, à partir du moment où une autre personne se place en tant que facilitateur pour essayer de faire dialoguer et d'accueillir les émotions des uns et des autres et les faire se relier, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de super vraie médiation et de fausse médiation. Il y a peut-être une médiation avec un tiers extérieur et une facilitation. Les deux sont des bons procédés. Et il y a donc une question pour Margot et Younes. La médiation peut-elle rentrer dans le cercle? Younes, peut-être, veux-tu répondre? Oui, alors ce que je voulais dire, il y a une anecdote dessus, c'est qu'en fait, le cercle est le médiateur. Ce n'est pas que le médiateur. Je ne vois pas un médiateur qui va se mettre dans le cercle. Bon, le cercle est égalité, on peut imaginer, en effet, s'il y a un conflit, imaginez qu'on mette un médiateur dans un cercle, enfin plusieurs personnes, une douzaine de personnes, il y aura le médiateur. Mais je vais vous raconter une anecdote authentique qui est assez extraordinaire. C'est une personne qui devait aller en Algérie, qui a été en Algérie. Elle arrive à l'aéroport et d'habitude, les formalités à l'aéroport, avant, elles étaient très, très longues. Enfin, je ne sais pas, mais là, il se trouve qu'elle
elle va très rapidement, elle passe la frontière très vite. En quelques minutes, elle avait demandé à quelqu'un, à une amie, de venir la chercher à l'aéroport. Et cette amie lui devait beaucoup, beaucoup de choses. En clair, elle lui avait même laissé sa maison à Alger. Elle avait gratuitement accès à tout, etc., etc. Vraiment, elle lui avait donné sans aucune contrepartie. Vraiment, cette amie lui était redevable de beaucoup de choses. Et donc, mon ami qui me rapporte l'histoire et qui avait l'habitude de faire des cercles, il fait chaud, il est à Alger, il est coincé dans l'aéroport, la personne ne vient pas et la colère commence à monter. Vraiment, la colère commence à monter, le ressentiment, comment ça se fait. Vraiment, elle exagère. Elle aurait pu m'attendre à l'aéroport. Personne attend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et c'est vraiment en disant, ben, cette personne va m'entendre. Hein, je vais lui régler son compte. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et puis tout d'un coup, elle se répond qu'elle est dans le cercle. Et elle se dit, je vais me mettre en état de cercle. C'est-à-dire, elle va faire un cercle, elle, avec l'autre personne qui n'est pas là, hein, qui ignore tout du cercle, qui est dans la voiture et qui ignore tout du cercle. Et elle dit, je la mets dans le cercle. Donc, elle fait un cercle invisible. Le médiateur, ici, ça va être le cercle. Et dès que je suis dans le cercle, ouf, s'il y a une autre personne, je ne peux pas être méchant, c'est la bienveillance. C'est presque, j'allais dire, c'est du behaviorisme, hein, c'est presque du conditionnement. Je suis dans le cercle, je ne peux pas être méchant, je suis gentil. Je suis gentil. Et l'autre personne, si elle a fait une bêtise, c'est plus une autre personne, c'est plus une vilaine, tout ça, etc. Elle est une membre du cercle. Une membre du cercle ne peut pas être méchante, c'est pas possible. C'est pas possible, elle a peut-être fait une bêtise aussi, ça, mais je ne peux pas lui en vouloir, ça m'est impossible. Donc, elle fait partie du cercle, et donc, je lui trouve 10 000 excuses. Elle a peut-être fait ceci, peut-être, et effectivement, et la colère, m'a raconté, la colère est vraiment partie, elle est montée très très fort, elle est montée, il faisait chaud, etc., en disant, c'est une honte, vraiment, je veux lui dire ce que je pense, et puis, ouf, elle l'accueille avec sourire. Quand la personne vient en retard, elle dit, tu sais, il y avait des barrages de police, il y avait ceci, il y avait des embouteillages, excuse-moi, il y avait mon fils que je devais mener à l'école, etc., etc., on a été retardé, excuse-moi. Elle dit, non, mais il n'y a pas de problème, tu as bien fait, pas de souci, alors que peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant, il leur dit, je l'aurais mangé. Donc, le cercle a joué le rôle de médiateur, et le cercle est un médiateur invisible quelque part. Ce n'est pas un monsieur ou une dame qui dit faire ceci, mais c'est un état d'être. C'est un état d'être. Voilà ce que je voulais dire pour la médiation par rapport au cercle. Il y a encore un besoin d'éclaircissement sur le terme médiation. Quelle articulation avec le pardon? Est-ce que vous pourriez encore revenir dessus pour éclaircir le lien entre médiation et pardon? Tu veux, j'y vais, Younes ou... Vas-y, Margot, vas-y. Pour éclaircir le terme médiation, moi, tel que je la pratique, c'est un processus de résolution des conflits qui diffère du processus classique qu'on connaît en justice, mais qui va travailler vraiment sur la compréhension de la situation conflictuelle, la compréhension et l'intercompréhension entre les deux parties ou plus de parties quand il y en a plusieurs. Et l'articulation avec le pardon, ça va être de fait justement d'aller comprendre que nos impacts, que nos paroles et nos actes peuvent impacter l'autre personne. Et dans ces cas-là, on est du coup plus ouvert à demander le pardon. Et de l'autre côté, de se rendre compte que la personne est en train de comprendre qu'elle nous a fait souffrir et comprendre la hauteur ou l'intensité de notre souffrance. Et que du coup, et qu'elle souhaite nous présenter son pardon, et du coup on est amené aussi à pardonner. En fait, le processus de pardon prend toute sa place et est sécurisé avec le processus de médiation. Est-ce que ça va mieux, Naïma, ou est-ce que, dis-moi si tu as besoin que je continue et que j'éclaire plus, hein. Très bien. Ouais. Alors, en tout cas, je voudrais vous partager un rêve. C'est pourquoi nous attendons toujours le conflit pour arriver finalement à intégrer ce processus d'avoir envie de se comprendre les uns les autres. Et dans le terme d'une éducation à la paix, comment on ne pourrait pas mettre cette médiation ou cette thérapie par le cercle? Quand je dis thérapie, c'est le soin, hein, le soin qu'on se porte à soi-même et aux autres. Pourquoi on ne mettrait pas comme une espèce de culture et d'une envie d'une éducation, d'un acquis, de relationnel qu'on mettrait comme on apprend les mathématiques et le français, pour pouvoir finalement ne pas attendre d'être en conflit pour se poser la question qu'il est temps de faire la paix, mais d'en faire un processus finalement vivant, de paix, de manière relationnelle, et qu'on installe très tôt finalement.
pourquoi il n'y aurait pas des cercles de médiation dans les lycées? Enfin, je sais qu'il y a des tentatives certainement de ce sens-là, mais on n'en fait pas simplement. Tu vois, je vois tout le temps la médiation comme on attend qu'il y ait un conflit pour enfin aller voir la médiation. Et pourquoi ça ne serait pas une partie intégrante d'une manière de vivre? Comme tu parlais, Younes, c'est une posture d'être, c'est un état d'être, mais pour cela, il faut le cultiver, cet état. Il n'est pas acquis, parce que c'est notre conditionnement un peu archaïque qui vient tout de suite nous mettre en conflit, enfin nous mettre dans l'opposition à l'autre. Donc, où en est-on dans la médiation par rapport à l'éducation? Oui, je te rejoins là-dessus. Effectivement, je pense que la médiation, c'est un état d'être avec l'autre et qu'effectivement, comme ça s'apprend. On apprend à faire du vélo, on apprend à faire de la flûte à bec, mais on n'apprend pas à être en relation avec l'autre. Et pourtant, on est et on a vraiment besoin de cette relation avec l'autre. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait instituer par des process en famille. Il y a une procédure sans faire à ce moment-là appel à un médiateur extérieur. Hein. On peut déjà faire de la facilitation relationnelle, se comprendre dans nos relations, faire l'effort d'aller questionner l'autre sur ce qu'il a ressenti en couple, en famille, voilà, se mettre en cercle autour de la table et puis commencer à parler de quels sont les faits que tu as retenus aujourd'hui, comment tu les interprétais, et prendre cette habitude d'être dans la curiosité de ce qu'a ressenti l'autre et comment il se sent dans leur relation. On pose très rarement cette question au fait comment tu te sens dans notre relation. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu aurais besoin de plus de sécurité? Est-ce que tu aurais besoin de plus de démonstration d'amour? Est-ce que tu aurais besoin de... Voilà, on ne la pose pas cette question. Peut-être parce qu'on n'a pas envie de répondre, d'entendre la réponse si elle est négative. Peut-être qu'on n'a pas des fois envie. Et puis, c'est vraiment pas une habitude de vie, effectivement. Je pense que dans les écoles, il y a plusieurs écoles qui commencent à mettre en place la médiation par les pairs. Donc, c'est la médiation entre élèves. Donc, et c'est abordable par des élèves hein, de faire de la médiation. Donc, c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin. Mais ce n'est pas notre philosophie française, j'allais dire, notre manière d'interagir ensemble. Et d'autres peuples ont déjà cette habitude de vie. Nous ne l'avons pas. On n'est pas habitués en fait déjà à la négociation. Un exemple, quand un employeur, par exemple, nous demande de faire un travail, c'est oui ou non. C'est pas OK, j'ai compris ce que tu voulais. Est-ce que je pourrais le faire comme ça parce que ça me plairait de le faire comme ça? Non, c'est non. Il m'a demandé ça, je suis pas d'accord. Je vais râler toute la soirée, je vais en parler pendant des heures aux copines, voilà, non. Pareil, une loi tombe. OK, est-ce qu'on ne pourrait pas dialoguer autour de l'application de cette loi? Est-ce qu'on ne pourrait pas... voilà, il y a vraiment une culture à revoir, mais c'est des habitudes de vie qui peuvent prendre des années. On n'est pas... Voilà, il faut commencer à essayer de le mettre en place déjà chez soi, à essayer de le mettre en place dans son couple, à essayer de le mettre en place avec son employeur, de déjà se rendre compte des mécanismes qu'on a. Et puis, une fois qu'on s'en est rendu compte, essayer un autre mécanisme, essayer de changer. Voilà, c'est ce que je propose. Alors, il y a une question. Si le temps nous le permet, mon pays, le Burkina Faso, est de plus gagné par des nombreux conflits intercommunautaires et religieux. Moi, je fais le dialogue interreligieux et j'aimerais demander des conseils pour mieux réussir la démarche. Donc, on a vraiment un internaute depuis Ouagadougou au Burkina Faso, Boubacar. Voilà. Oui, je voulais saluer Boubacar parce qu'il y a quelques mois, j'étais au Burkina Faso. J'étais au Burkina Faso justement dans le cadre de Aïssa. Il y avait donc le gouvernement du Burkina Faso. C'était d'ailleurs, je crois, 2 jours ou 3 jours après, il y a eu des soldats français qui ont été tués, je crois, avec des hélicoptères qui se sont écrasés. Juste 2 jours, j'étais juste avant ces 2-3 jours-là. Et donc, il y avait un peu une effervescence. C'est un très, très beau pays, le Burkina Faso. Et les gens, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'Afrique. J'ai rencontré les scouts là-bas. Et en tant qu'Aïssa, on a mis en place des ateliers. Et des ateliers, on appelait ça les parcours de la paix. Alors, il y avait la paix en 10 étapes, des parcours de paix. Et il va y avoir des cercles de paix qui, normalement, doivent se mettre en place. Alors, malheureusement, on n'a pas pu suivre ça jusqu'au bout parce que la situation, après mon départ, s'est vraiment tendue de plus en plus. Quand j'étais là-bas, déjà, c'était un peu chaud, mais c'était... alors, il y a d'une part ça, d'autre part, j'inviterai Boubacar à se mettre en relation avec aussi l'association Ensemble avec Marie,
qui est une association à la fois musulmane et chrétienne, et qui est présente au Burkina, qui est présente en Afrique, qui est présente au Burkina, et qui organise des... Donc, il faut qu'ils cherchent dans Boubacar, si vous pouvez chercher sur Internet, ça s'appelle EAM, EAM Ensemble avec Marie. Et il y a des choses qui se mettent en place, musulmans, c'est très très beau, très très beau, des musulmans qui aident des chrétiens et vice-versa, etc. Et je voudrais dire quand même, pour rebondir les questions qui ont été posées à Margot et ce qu'a dit aussi Béatrice, oui, il est temps de créer des écoles de paix, oui, il est temps de créer des académies de paix. Et encore une fois, Aïssa ONG, en collaboration avec un institut allemand, avec, je crois, l'université de Tübingen en Allemagne, il y a eu une formation cet été à laquelle j'ai assisté, une fois, je ne sais pas, Béatrice peut-être aussi d'ailleurs. La Fondation Berghoff. Oui, la Fondation Berghoff, mais ça dépend avec la bénédiction, je crois, de l'université de Tübingen, qui a mis en place justement une formation à distance. C'était assez extraordinaire, et notamment il y avait le pardon. Et la notion de pardon est fondamentale. Et ce n'est pas simplement de la philosophie, c'est-à-dire c'est concrètement comment on met en place des liens avec le pardon dans des conflits, notamment interreligieux. Voilà. Je peux compléter aussi un peu pour éclairer sur tout ce qui est dynamique de groupe. On a aussi cette fâcheuse habitude de constituer un groupe ou une communauté en étant contre les autres. On peut très bien constituer un groupe en ayant nos propres valeurs, mais pas forcément en rejetant les autres. Et peut-être en éduquant comme ça la dynamique de groupe, en se rendant compte que très souvent, quand on a constitué un groupe, on n'intègre pas forcément d'autres personnes parce qu'on a peur que notre équilibre soit un peu précaire ou soit un peu dérangé par cette nouvelle arrivée, et que très souvent, cette constitution de groupe, si elle est basée sur être contre l'autre, c'est une philosophie qui n'apporte pas la paix. Voilà, peut-être essayer de retravailler le fait qu'on a cette vision du monde, on a ce partage de valeurs entre nous. Les autres ont le droit d'être différents et d'avoir un autre partage de valeurs. Voilà, il y a assez de place pour vivre tous ensemble. Je voudrais partager juste, une personne parle de la CNV. Est-ce que, par exemple, la médiation va aller chercher d'autres outils de travaux, enfin d'autres outils qui travaillent sur le conflit? Est-ce que vous utilisez, par exemple, la CNV ou au contraire, d'autres outils encore pour créer cet espace de communication assertive, où on apprend d'abord à parler en jeu, etc. Et pas forcément tout de suite en nous, parce que le jeu, s'il n'est pas souverain et s'il n'est pas reconnu, s'il n'a pas un espace où il peut être entendu, le nous n'est pas possible, enfin, me semble-t-il. La philosophie de la CNV est reprise en médiation et il y a des médiateurs spéciaux CNV qui vraiment pratiquent vraiment la CNV lors de leur médiation. Après, effectivement, ça reste un outil qui sert à faciliter le processus de médiation parce qu'effectivement, on va accueillir la personne, donc lui faire une place en tant que je, vraiment l'accueillir, travailler sur l'empathie qu'on a avec cette personne pour créer un lien, qu'elle se sente entendue, apaisée, et puis après recréer de l'autre côté la même chose avec l'autre pour qu'il y ait deux jeux vraiment qui se sentent entendus, écoutés, et retravailler du coup le lien qui est le nous. Et les refaire dialoguer l'un avec l'autre. Après, mon expérience personnelle, faire des cours de 3 modules pendant une médiation aux personnes, elles n'ont pas du tout la tête à ça. Donc, alors, leur demander de parler en jeu, ils vont dire « mais de quoi tu me parles ?» Mais voilà. Donc, peut-être avec des gens déjà ouverts à cette pratique, c'est beaucoup plus facile. Après, voilà, il faudrait que les gens aient envie de se former à la CNV. Mais c'est un très bon outil. Mais ce n'est pas celui que tu utilises forcément. Je me suis formée et je ne peux pas l'utiliser avec des gens qui n'ont pas eu la formation. Donc, dans ma pratique, je ne peux pas lui demander d'avoir de l'auto-empathie pour elle. J'essaie de lui demander, moi, comment elle se sent, de nommer ses émotions. Et c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile pour pas mal de gens, nommer une émotion. Voilà. Donc, on est obligé d'aller questionner. En fait, on va toujours rechercher l'émotion, le besoin, les intérêts, les valeurs, ce qui va derrière. Donc, c'est très proche, vraiment très proche de la CNV. Puisqu'il y a un autre internaute qui justement parle des accords Toltec, qui sont des accords voilà, qui en même temps apprennent à poser aussi un cadre, d'avoir une parole impeccable, d'avoir l'envie de donner le meilleur de soi. Est-ce que aussi ça peut rentrer dans un cas, enfin, la médiation ouvre finalement la porte à toutes sortes d'outils qui travaillent sur la posture de communication pacifiée?
En fait, la médiation, c'est un processus et après, le médiateur pioche tous les outils qui lui semblent bons. C'est un peu comme si vous étiez devant une serrure peut-être et que vous utilisiez un outil, vous voyez que ça ne marche pas. Il ne faut pas s'acharner et continuer à utiliser cet outil. Peut-être qu'il faut utiliser un autre outil qui marchera mieux pour la personne. Il faut faire avec ce qui est vivant en face de vous, en fait. Donc, et avec ce qui vous semble juste en tant que médiateur. Mais oui, c'est... Comme tu dis, il faut s'outiller, avoir plusieurs outils et sentir lequel est le bon pour aller avec l'autre personne. C'est un peu comme un langage, en fait. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui parle chinois, ben, pourquoi vous évertuer à continuer à parler français? Faut-il apprendre le chinois quand même, hein? Aussi. Ça nous demande beaucoup de souplesse et d'adaptabilité, d'avoir cette capacité, de rentrer Non, en relation avec l'autre. par exemple, j'ai une association où on répare les objets des gens quand ils tombent en panne. Et quand un tournevis ne fonctionne pas, on ne va pas s'acharner avec ce tournevis, on va en chercher un autre. C'est un peu Mmh. cette vision-là pour aller sortir la vis de l'appareil. Mmh. Et est-ce que vous pratiquez vous-même la médiation pour vous-même finalement? Est-ce que vous en avez fait vous-même un mode de vie, une façon d'être avec les autres, le monde, l'environnement? Oui, faut pas se leurrer, j'ai des conflits aussi, hein. Il y a pas, je suis pas non plus, et j'aimerais des fois, faire appel à un médiateur qui puisse résoudre, c'est une philosophie de vie, donc c'est cette habitude de me remettre en question, cette habitude d'essayer de comprendre ce que je suis en train de traverser, d'essayer de comprendre, de me mettre à la place de l'autre et qu'est-ce qu'il aurait pu ressentir. Voilà, c'est vraiment, ça demande du temps. Ça demande aussi beaucoup de travail sur soi et c'est à la mode en ce moment, le développement personnel, et tant mieux. Et le développement personnel, c'est se comprendre soi, et le développement relationnel, ce serait aussi aller et comprendre l'autre. Ça, ce serait important parce que se comprendre soi, c'est très bien, tous ces développements personnels, tant mieux. Mais c'est aussi, on ne vit pas tout seul là, dans son petit monde. On est vraiment en relation avec l'autre. Donc, aller comprendre comment fonctionne notre relation avec l'autre, c'est aussi très important. Mmh. Il y a un très joli, je rebondirai juste, je ne le lirai pas, il est un petit peu long, mais il y a un spectateur, enfin un internaute qui nous a écrit un très beau conte contre Adam. Et c'est vrai, ce que je rebondis juste sur par rapport au conflit, le conflit fait partie de notre vie. Simplement, peut-être le médiateur, ou par l'acquisition de cette culture, de cette posture, va entrevoir le conflit différemment, par une opportunité de croissance, de développement, finalement peut-être de connexion plus profonde, parce que ça nous permet de descendre plus profondément dans notre cœur, enfin, ou en tout cas là peut-être dans des espaces où on n'ose pas encore aller. Et le très beau texte que nous a écrit l'internaute, je trouve, va dans ce sens-là, quoi, qu'on rencontre finalement les gens qui nous sont nécessaires. Et si l'on rentre en conflit avec eux, bah, peut-être qu'ils sont une invitation à peut-être aller comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que ça sollicite en nous, quoi. Donc on Exactement. le C'est remercie par quelque chose sa qui peut, bienveillance. ouais. Ce conte donne vraiment du sens à la vie et à ce qu'on rencontre. Et moi aussi, je crois personnellement que toutes les personnes que j'ai rencontrées, et je le vérifie, hein, m'ont permis d'évoluer et de grandir. Et j'ai eu des conflits dans ma vie, mais c'est une richesse. Et Mmh. effectivement, à partir du moment où on ne voit plus le conflit comme quelque chose de négatif, mais en disant oh, super intéressant. Alors c'est pas quand on rentre fatigué après le boulot, qu'on a des soucis partout, on a du mal de switcher, se dire oh super intéressant un conflit. Non, c'est difficile, mais après, faire le point et se dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation sur moi, sur l'autre, et comment faire ensemble mieux pour que l'avenir soit encore plus riche, encore plus paisible. Voilà, c'est vraiment arriver à se dire, super, c'est intéressant. Mmh. Quand mon compagnon me met en colère, je me dis, au lieu de me mettre en colère, je me dis, c'est intéressant, il arrive à me mettre en colère. Voilà, c'est intéressant. Allons chercher ce qui se passe là. Mmh. Ouais, ça crée une curiosité. Mmh. Younes, tu voudrais partager quelque chose? Rebondir sur le passé de parler en jeu et parler en nous. Je ferai quand même remarquer que le parler en jeu, c'est vraiment, ça c'est notre civilisation moderne et actuelle, c'est le monde moderne. Les civilisations traditionnelles parlent toujours en nous. Elles parlent en nous. Et quand vous voyez, même aussi bien mettons la civilisation japonaise que il m'est arrivé de mettre en place des cercles. Normalement, un cercle, c'est 12, 13 personnes, on dit. Bon. Et j'étais dans un hôtel, c'était un hôtel, très, très bel hôtel, c'était en Tanzanie, et c'était fait par une association japonaise, internationale, c'était une entreprise japonaise internationale. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, 200 personnes. 200 personnes et qui parlaient, je crois, 5 langues différentes.
5 langues différentes et on m'a demandé d'organiser des cercles. Alors, je dis, non, moi, c'est 12, 12, 200 personnes, ça ne va pas le faire. Mais il y avait des traductrices. Et le principe du cercle aussi, c'est de rentrer dans le nous. C'est de rentrer dans le nous. Et il y avait, alors si mes souvenirs sont bons, il y avait un cercle de Japonais qui parlait japonais. Et unique, moi, je croyais que les Japonais étaient tous bilingues anglais. Pas du tout. Hein. Il y a des Japonais qui parlent, sachez-le, pas du tout l'anglais. Enfin, peu l'anglais. Enfin, en tout cas, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Donc, il y avait un cercle de Japonais, un cercle qui parlait Swahili, c'était genre la langue une des langues de la Tanzanie, un cercle qui parlait arabe, et un cercle qui parlait, c'était des Sud-Américains, donc ils parlaient espagnol. Et puis, il y avait d'autres nationalités, mais qui se sont remises dans un des 4 cercles, parce qu'on ne pouvait pas faire 50 000 cercles. Donc, il y avait quand même des traducteurs. Hein. Il y avait des traductrices dans des trucs qui pouvaient aussi traduire, donc je comprenais un peu ce que disaient les gens du cercle. Et ben, j'étais très surpris. Donc, dans le cercle, ça permet de passer de la culture du je à la culture du nous. Et dans la tradition soufie traditionnelle, il y a même quelque chose qui nous dit Seigneur, protège-nous du négatif qu'il y a dans le je. C'est-à-dire dans l'ego. Le jeu est vu un peu comme l'ego. Et tandis que de passer de la culture du jeu à la culture du nous, ça permet de prendre une... Comment dire? C'est là que commence l'empathie. C'est là que commence l'empathie. C'est-à-dire, si je fais... Alors, effectivement, on peut, dans un premier temps, c'est parler de la culture du jeu, effectivement. Et on dit que, par exemple, dans le soufisme, il y a 3 niveaux. Dans le premier niveau, moi, c'est moi, et toi, c'est toi. Donc, en effet, je suis dans le jeu. Hein, moi, c'est moi, et toi, c'est toi. C'est le niveau 1, c'est le niveau de la loi. C'est-à-dire, je respecte tes droits, mais tu respectes les miens. C'est déjà pas mal. Tu as des droits, donc toi, c'est toi. On n'a rien à voir entre nous. Hein. Toi, c'est toi, et moi, c'est moi. OK, c'est le niveau 1. Mais déjà, le niveau 2, on nous appelle à aller au niveau 2. Le niveau 2, c'est quand même assez extraordinaire. Le niveau 2, c'est toi, c'est moi, et moi, c'est toi. C'est une histoire de fou. Je m'excuse, peut-être je dis peut-être des bêtises pour les gens, vont dire, mais ça veut dire ça, toi, c'est moi, et moi, c'est toi. C'est-à-dire, bon, déjà les amoureux. Il y a peut-être des amoureux dans les groupes qui auraient la personne qu'on aime, si elle va bien, ben on est bien. Si elle est malheureuse, on est malheureuse. Une maman, par exemple, une maman, elle n'a pas dormi de la nuit. Mais si ses enfants ont dormi, oh, j'ai très bien dormi. Elle n'a pas mangé. Mais les enfants ont bien mangé, non, ça va, moi j'ai très bien mangé. Et comment, tu es folle, quoi? Tu n'as pas mangé, tu dis que tu as bien mangé. Tu n'as pas dormi, tu dis que tu as bien dormi. Parce qu'elle va, voilà, elle n'est pas dans le jeu. Elle est dans le nous, elle est dans le moi, c'est toi et toi, c'est moi. Et ça, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2, justement, je parlais des cercles, du niveau 1, du niveau 2, etc. Donc, de parler en jeu, d'accord, c'est OK, je comprends qu'il faut aussi parler en jeu, c'est aussi le petit enfant qui est dans l'ego, hein, il est toujours dans l'ego, et donc il doit affirmer sa personnalité, mais on ne peut pas rester le petit enfant tout le temps. Et c'est-à-dire que dans le niveau 2, moi c'est toi et toi c'est moi, c'est quand même extraordinaire. Et là, on passe à quelque chose d'autre. On ne peut plus être l'adversaire de l'autre vraiment. Parce que si on fait du mal à l'autre, quelque part, c'est à soi-même qu'on se le fait. Mais ça, c'est un état de conscience. Je m'excuse, ça peut paraître complètement fou, mais bon, je crois que tout le monde, quand même, a... Je vous dis, par exemple, une fois, je voulais acheter des plantes. J'achète une plante et je dis, bon, je ne serai pas là pendant les vacances, est-ce que je peux mettre la plante dans l'eau? Et il y avait la vendeuse qui était très, très forte. Elle connaissait très bien les plantes, elle adorait son métier, elle adorait. Elle me regarde, elle me dit, mais ça vous plairait, vous, de rester tout l'été avec les pieds dans l'eau? Alors, et puis elle était vraiment en colère, hein, que j'ai supposé, j'ai dit, bon, après tout, si je ne suis pas là, je mets une bassine et je mets la plante dans la bassine avec le pot. Elle me dit, mais et vous? Et si on vous mettait, vous serez content? Alors, j'ai rigolé, j'ai éclaté de rire, j'ai dit, vous avez raison, je ne serais pas content. Et je me suis rendu compte qu'elle était une excellente horticultrice parce que les plantes, c'était elle. C'est-à-dire, moi, toi, c'est moi et moi, c'est toi. Elle a fait quelque part, elle avait une empathie avec les plantes. Et c'était pas, pour elle, elle était une plante. Et donc, elle a fait la comparaison, elle dit, mais si vous étiez une plante, hein, vous aimeriez avoir les pieds dans l'eau comme ça, etc. Donc, ça, c'est un niveau extraordinaire. Enfin, il y a le niveau 3. Bon, là, je ne veux pas en parler ici parce que je ne vois même pas de ce que ça peut être. Enfin, si, j'en ai une idée quand même, mais ce n'est pas le débat ici. Il n'y a ni toi ni moi, en réalité. Il y a une unité de la famille humaine. Il y a une unité. Il n'y a ni toi ni moi, il y a lui. Ou il y a le, je ne sais pas, lui ou elle. Il y a le quelque chose. Il y a quelque chose. Donc là, on rentre encore dans un autre, on rentre dans le niveau 3. Mais déjà, de passer du niveau 1 au niveau 2, je vous assure, c'est pas mal. C'est pas mal d'être amoureux. Et quand on parle de cercle, mais c'est le cercle avec, c'est la médiation, effectivement. C'est la médiation. Médiation, ça veut dire quoi? Médiation, ça veut dire milieu, étymologiquement parlant. Hein.
c'est médium. On dit la Méditerranée, c'est la mer qui est au milieu. Hein. Tout ce qui est le médium, c'est celui qui fait l'intermédiaire, c'est le milieu, le médium. Excusez-moi de reparler des mathématiques. On parle en mathématiques de milieu, de médiatrice. La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu et elle passe à angle droit, c'est-à-dire qu'elle est orthodoxe. Elle ne passe pas en étant hypocrite, en étant ceci, elle passe de travers, elle passe de côté. Non, elle passe droit. Donc, c'est la médiation. Et cette notion de médiation, elle est assez extraordinaire. Mais à mon avis, elle nous amène à le médiateur. Le médiateur, c'est extraordinaire parce que le médiateur, il va faire le lien il va rétablir le lien qui est brisé entre deux personnes. Il va reconstruire le pont. Au lieu de faire un mur, comme on fait des murs aussi en politique, il va refaire ce lien. Et c'est très, très beau. Très, très beau de remettre ce lien. Ben voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur la culture du jeu et la culture du nous. Alors, il y a une question sur la médiation pour deux parties inégales, dominant et dominé, par exemple, qui est une grande source de conflit. Alors, quelle médiation quand les deux parties sont inégales, qu'il y a un rapport de force dominant-dominé? Ça dépend. Pour répondre plus précisément, j'aurais besoin de comprendre un peu plus ce que la personne entend par dominant-dominé. Est-ce que c'est, par exemple, une personne qui estime que l'autre la contrôle? Est-ce que c'est une personne qui a tendance à se sentir inférieure aux autres? Si ces deux personnes qui restent humaines et qu'il n'y a pas, je ne saurais pas comment dire, il me faudrait un peu plus de précision sur c'est quoi le rapport dominant-dominé. Souvent, on a tendance à coller sur une étiquette que c'est notre bourreau, que c'est quelqu'un qui nous domine, que c'est nous la victime. Est-ce que c'est ça le rapport dominant-dominé? Ça, c'est juste nous qui sommes entrés dans un jeu de relationnel qui nous place justement dans cette posture de victime ou dans cette posture, ou de placer l'autre dans cette posture de bourreau. Si c'est ça, dominant-dominé, que tu voulais dire, Anna. Ça, c'est possible de faire la médiation avec des gens qui sont dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, et de les faire sortir de ce jeu-là. Après, dominant-dominé, si tu as le temps de me mettre... Autrement, il y avait un témoignage, il en parlait même sur du cœur, on peut en guérir seul ou avec l'aide d'un tiers. Ne croyez pas que c'est la personne qui vous a blessé. Oui, je peux rebondir sur dominant-dominé parce que il y a aussi ce fameux hadith, qui est connu aussi. Le prophète disait, dans le monde musulman, il disait soutenez vos frères et vos sœurs dans tous les cas possibles, qu'elles soient agresseurs ou agressés. Qu'ils soient agressés ou agressés. Il faut toujours les soutenir. Alors peut-être on parle de dominant-dominé, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors les musulmans ont été quand même étonnés. Ils ont dit, il faut toujours soutenir vos frères et vos sœurs, qu'ils soient agresseurs ou agressés. Alors, s'ils sont agressés, ils ont dit, mais on comprend qu'il faut les soutenir. Ça, on comprend. Mais qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des agresseurs? Comment on va les soutenir? Ils sont agresseurs, ils sont dominants. Ils sont dominants, il faut les soutenir. Soutenez donc les dominants et les dominés. Donc les dominés, c'est clair, on comprend. Il faut faire arrêter l'injustice. Mais comment on va soutenir les agresseurs? Et il leur a dit, il les a regardés comme s'ils étaient un peu idiots, quoi. Mais il a dit, voyons, mais en faisant cesser l'injustice, en les empêchant de commettre l'injustice. Donc aidez les agresseurs, aidez vos frères agresseurs en faisant stopper leur agression, en faisant stopper l'injustice s'ils commettent leur domination. Faites cesser leur domination, faites cesser leur agression. Et il les regardait comme si c'était naturel. Les gens, ah bon, ils sont pas. Oui, donc aidez les dominés, aidez les dominants, aidez les dominés à sortir de leur situation injuste, aidez les dominants à faire cesser l'injustice en disant non, c'est pas juste, c'est mauvais pour vous de faire ça. Voilà, c'était ce qui me venait à l'esprit. Si Anna peut. Elle a précisé, Anna, en donnant l'exemple de la relation nord-sud. Donc là, on est dans la médiation internationale, médiation d'État, médiation pays, entre pays. C'est ça. Ouais, moi, j'ai une vision qu'on a tellement à apprendre des autres que je vois pas. C'est revenir sur toute une histoire et faire et reconnaître là pour le coup qu'on a eu que nos gestes, nos paroles ou nos actes à l'intérieur d'un autre pays peut avoir eu un impact négatif et le reconnaître. Ça, il faut que l'État et le peuple soient capables de le reconnaître.
et de comprendre. Mais après, cette relation dominant, on aurait tellement à apprendre justement d'autres cultures que tu as l'air de dire qu'ils sont dominés. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, qu'on aurait beaucoup à apprendre de, de l'autre culture. Voilà, moi je les vois, j'ai du mal à les voir, mais ça c'est peut-être le fait que des formations professionnelles, j'ai du mal à voir un dominant et un dominé. Je vous propose, il est 20h27, donc nous n'aurons pas le temps de lire le joli conte Contre Adam. Voilà, vous pouvez tous le lire directement sur le chat. Si vous aviez une petite conclusion, si vous aviez voilà, un message à transmettre avec la médiation et le pardon et surtout le potentiel relationnel que ça permet d'ouvrir et de développer. Oui, juste moi, si j'ai quelques minutes, je fais exceptionnellement une formation sur 4 dimanches matin et il reste quelques places et je vais vous mettre les coordonnées à contacter parce que voilà, c'est vraiment 4 dimanches matin pour que ce soit pas trop lourd parce que c'est en visio et pour pouvoir vous initier à la médiation, comprendre ce qu'est le conflit, comprendre ce qu'est la médiation, comprendre la posture du médiateur et comment petit à petit essayer sur un vrai cas pratique de le pratiquer. Voilà. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, je vous mets les coordonnées dans le lien. Et un mot de la fin, c'est vraiment, je me dépêche, juste voilà, accepter qu'on soit unique, mais qu'on est forcément en relation avec d'autres personnes uniques, essayer de les comprendre, essayer d'aller vers elles et de travailler cette relation. C'est très riche d'apprentissage pour soi et pour les autres, et ça aura vraiment un impact et une transformation sur nous, sur la relation et sur le monde entier. Donc, allons-y. Younes, Oui, alors j'ai promis à la présidente de Thérapie de l'âme, c'est l'heure de la pub. J'ai dit oui, effectivement, elle m'a dit quand même, il faut que tu parles de Thérapie de l'âme, c'est vrai, elle a raison. Et elle m'a envoyé, donc ceux qui sont intéressés, donc c'est leur, comme, je fais comme Margot, hein, après tout, je fais comme toi, Margot. Donc ceux qui sont intéressés par la mise en place de cercles d'éveil aux vertus aux qualités, il y en a plusieurs en France, à l'étranger. Maintenant, avec Zoom, c'est vraiment très, très intéressant, on en fait des cercles internationaux. Et donc, je ne sais pas si je peux partager l'écran. Si je peux partager l'écran, je vais le faire. Donc, partager l'écran. Alors, vous le voyez ou pas? oui. Super, voilà. Donc, regardez le beau logo de Thérapie de l'âme, que c'est l'homme est un isme entre lumière et obscurité, c'est Romy. Donc, on voit ici le jaune et c'est au milieu, c'est un homme, Thérapie de l'âme. Donc, vous avez le site www.therapiedelame.org, en un seul mot, sans accent, sans etc. Ou alors, directement écrire par mail, association Thérapie de l'âme. Je sais, ça fait long, hein. Ça fait très long, c'est pour savoir si vous arrivez à écrire @gmail.com, et encore une fois, sans accent. Et en tout cas, si j'ai le mot de la fin, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues. Et puis, je voulais remercier notamment Zulika, qui est absente ici. On n'a pas parlé d'elle, c'est Zulika Sahli, qui a organisé, qui a eu l'idée de rentrer en contact, qui nous a réunis. Donc, dans le cercle, elle fait le cercle. Si je dis le cercle est invisible, le cercle ici est invisible. Il y a une 4e personne qui est invisible. Et je parle aussi d'Abdallah aussi. Alors, on va ajouter une 5e. Hein. Alors, quand vous êtes 3, je serai le 4e. Quand vous êtes 4, je serai le 5e. Alors, remercier donc Abdallah qui organise tout ce qui concerne l'aspect technique de Zoom et Zulika qui est à l'origine du projet et le Cheikh Bentounès qui a dit en effet c'est une très bonne qui a vraiment appuyé pour que ce projet se fasse et bien entendu l'association API et Margot et Béatrice, comment, voilà, ne pas oublier voilà, je voulais remercier tout le monde et tous ceux qui, quand même, je crois, il y a 75 personnes quand même qui sont présentes aujourd'hui. Voilà, merci, mais j'enlève peut-être ça de l'écran, ça va faire trop de pub. Je ne sais pas quoi, ça coûte cher la pub ici. J'arrête de partager, c'est gratuit, ça va, c'est bon. Ben voilà, mais écoutez, je vous remercie. J'espère ne pas avoir oublié n'avoir oublié personne et qu'on ait pu répondre au maximum à votre questionnement. Et je trouve que la médiation ouvre en tout cas un espace où le médiateur entre le cerveau qui pense et la main qui agit, finalement, le médiateur, c'est le cœur. Et je trouve que c'est un espace qui ouvre les cœurs. Donc, merci pour ce beau travail que vous réalisez.
Merci à vous et puis je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à très vite. Merci. Alors là, Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Margot. Au revoir.